Bonjour à tous, bienvenue au webinaire Envirobat BDM sur l'ingénierie financière de projets durables. Merci de vous être inscrits. Nous vous proposons aujourd'hui un webinaire orienté sur l'analyse de cas pratiques pour voir comment concrètement l'ingénierie financière de projets publics a pu permettre d'aboutir sur des projets plus durables. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir plusieurs intervenants que je vais vous présenter. Donc, tout d'abord, nous commencerons le webinaire par l'intervention de l'Agence d'ingénierie territoriale des Hautes-Alpes, accompagnée de leur AMO, accompagnateur BDM, Nicolas Ferrand et Sébastien Maotti, suivi de l'intervention de Mélène Maupu, économe de flux à l'ALEC, qui est l'Agence locale de l'énergie et du climat de la métropole Aix-Marseille-Provence. En troisième intervention, Hortense Fournel, chargée de mission efficacité énergétique à la FNCCR. Puis, l'intervention de Mario Morali, qui nous parlera des fonds européens, qui est de la société Access Development, société de conseil en ingénierie financière. Je vous invite à poser vos questions dans le chat si vous le souhaitez. À la fin de chaque intervention, un petit moment sera prévu pour proposer à certains membres du public de poser leurs questions en fonction de ce que vous aurez écrit dans le chat. Vous recevrez également la présentation de tout le webinaire après ce webinaire, donc dans l'après-midi. Et puis, sachez qu'il y a des slides avec les liens utiles et les ressources utiles qui vous permettront après de retrouver toutes les informations qui auront été abordées au cours de ce webinaire, pour vous éviter d'avoir à tout noter lors de ces 45 minutes. Sachez également que nous avons une newsletter qui s'appelle Enviroéconomie, dans laquelle très régulièrement nous vous mettons des informations sur les appels à projets et les aides disponibles pour vous aider au montage de vos projets durables en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc tout d'abord, bienvenue Nicolas Ferrand et Sébastien Maotti. Je vous invite à vous présenter et à nous parler de votre projet qui est le projet de rénovation-extension du groupe scolaire de Savournon. À vous. Donc, je suis Sébastien Maotti, bureau d'études Albedo AMO. Donc, on accompagne les collectivités dans des projets durables, de la programmation, la conception jusqu'à la fin des travaux. On intervient beaucoup dans le 05 avec des acteurs bien implantés comme le département et le CAUE qui permettent d'accompagner les communes en amont et de sortir des projets durables. Voilà, je laisse peut-être Nicolas Ferrand se présenter s'il a réussi à récupérer le micro. Nicolas, normalement, son son est validé. Vrai pour ce petit contretemps. Il faut autoriser Zoom à utiliser le micro, oui. Oui, il faut qu'il le fasse lui-même. Bon, en attendant, la spécificité du 05, c'est que le département a une agence d'ingénierie territoriale. Depuis des années, accompagne le fonds Chaleur, depuis quelques temps le fonds Acté et Ocre, qui permet d'accompagner les collectivités qui ont des travaux de rénovation énergétique. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a de l'ingénierie en amont. Maintenant, avec Acté, on arrive à avoir des conseils en énergie partagée. Et on a derrière du financement possible du département sur tout ce qui est chaufferie bois et tout ce qui va avec la chaufferie, donc dans le cadre de rénovation thermique. Donc, on s'appuie pas mal sur cette ingénierie, sur ce financement. Est-ce que Nicolas Ferrand, il a disparu, je pense, il va revenir. Alors, si tu veux, on peut présenter peut-être l'opération. En attendant, on va inverser, passer à la slide. Oui, allons-y. Inversons, on va passer à la slide. Passer à la slide numéro 4 ou 5. 4, voilà, ici, voilà. Allez, parlons de Savournon en attendant que Nicolas Ferrand revienne. Alors, Savournon, petite commune de 200 habitants à peu près, allez, 250, grand maximum, les bonnes années, située autour de la Ragne, au nord de Sisteron, vraiment au sud du 05. C'est une commune pour laquelle on intervient depuis des années, depuis, on va dire, 2018. Je crois que ça a commencé par une étude de programmation qui était avec le CAUE 05, une étude de programmation multisite pour voir voilà, quel est le patrimoine communal, le patrimoine bâti, où est-ce qu'on peut intervenir et quelles sont les priorités. Donc, avec une équipe pluridisciplinaire, architectes, paysagistes, etc., on a défini
toutes les possibilités d'intervention. Donc, il y avait l'école, il y avait une halle, il y a beaucoup de logements communaux. Voilà. Donc, la première action a été d'intervenir sur l'école. C'est le sujet dont on parle aujourd'hui. Donc, cette école, rappelez-vous, il y a 250 habitants, on a quand même 3 classes. Hein, on a 60 élèves, donc c'est une école qui est très dynamique. Et donc, on va faire une extension, premier projet, faire une extension au nord pour créer un espace pour les petits, plutôt maternel. Donc, créer 2 classes, dortoirs et salle de motricité à l'arrière du groupe scolaire. Tout ça intégré dans un projet plus global d'écoquartier. On a au nord sur la carte ici un projet qui doit se faire avec la chaîne lait et aussi proposer des lots pour les jeunes actifs, là, pour qu'ils continuent de s'installer à Savron-Nord. Au sud ici, en plutôt marron, on aurait un projet à déterminer là, sur un foncier communal. Et là, tout un aménagement d'espace vert et en même temps qu'on va faire la connexion à la station d'épuration. Voilà pour le global. Donc, on avait un premier projet voilà, d'extension et donc, grâce et en partenariat avec le programme Acté qui démarrait à ce moment-là, on a eu la chance d'avoir donc un accompagnement technique avec mis à disposition un conseil en énergie partagée, genre de Orvoine. Et on a à ce moment-là, la collectivité a compris qu'elle pouvait avoir un peu plus d'ambition. Hein, et qu'on pouvait rénover complètement l'école existante. On a ici en photo, on a un rez-de-chaussée, on a l'école, c'est une école Jules Ferry de 1913. Et à l'étage, on a 2 logements communaux qui sont loués. Donc là, on s'est dit, voilà, on va pouvoir enfin aller jusqu'au bout, on va pouvoir rénover le bâtiment existant. Donc ça a permis cet apport. Donc, on a eu un diagnostic, une FESA complémentaire qu'on a pu faire là-dessus. Et là, aujourd'hui, on est sur l'APD et on a les subventions qui sont revenues aussi. On va lancer les travaux sur l'ensemble, c'est-à-dire l'école, les logements, plus l'extension en neuf. L'extension, faut quand même, on va peut-être passer à la slide suivante pour la voir un peu mieux. Voilà, l'extension, bon, on va le voir après, mais c'est un projet donc, qui est la maîtrise d'œuvre donc, qui a été remportée par Marie Garcin, architecte, hein, dans le 05. Donc, on travaille là-dessus. Ça, c'est un plan du programme qu'on avait fait à l'époque pour voir l'extension. Maintenant, et surtout, voyez au niveau financier, parce qu'on est là aujourd'hui pour parler du financement. C'est une opération qui a, on va dire, 2 millions, 2 millions 2. Et le surcoût, il ne faut pas l'appeler comme ça, c'est pas un surcoût, c'est l'aménagement complet de l'école, mais pas que l'école, puisqu'on a en même temps créé un réseau de chaleur pour la salle des fêtes existante et la mairie, qui sont au gaz actuellement. Et bien, ce projet va permettre d'avoir un réseau de chaleur, la petite chaufferie petite, qui n'est pas si petite que ça, la chaufferie appelée qui va être installée dans l'extension, va permettre d'alimenter l'école existante, l'extension neuve, la mairie, la salle des fêtes et dans l'école existante, les 2 logements qui sont à l'étage. Donc ça, c'est vraiment intéressant puisque les logements étaient sur des convecteurs électriques, sont mal isolés. Voilà, on va vraiment avoir une rénovation complète. Le programme Acté, c'est aussi de l'ingénierie, on l'a dit, un CEP. Ça nous a permis de mettre aussi des petites actions comme par exemple, on a choisi en accord avec Georges Dorvoine, le conseil en énergie partagée Acté, des sondes de température. Et c'est Acté qui fait le suivi des températures dans l'existant. Ça va nous servir, beaucoup nous servir pour voir les économies qu'on va réaliser. Et puis, ça va nous permettre de faire des beaux retours d'expérience dans le cadre de la démarche BDM. Le bâtiment en extension là, de l'école maternelle, il a été reconnu BDM Argent en phase conception. Donc voilà, donc là, on a vraiment un projet global et on va pouvoir avancer. Voilà, là, on voit une vue concours, hein, puisque c'est un concours qu'on a fait ici, qui a été remporté par Marie Garcin, avec l'équipe donc, de maîtrise d'œuvre. Et on a donc un bâtiment qui est plutôt en bois, hormis les parties semi-enterrées qui sont en béton. Un bâtiment d'extension plutôt en bois, ouvert tout au sud, qui va permettre d'apporter un peu de chaleur à tout ça. Et en même temps, on a une rénovation de l'existant avec des bardages bois, etc., une extension de la cantine. Voilà vraiment un projet complet. Je crois que Nicolas Ferrand
est à la parole, enfin, à son micro C'est qui ça. fonctionne, est parmi nous. Est-ce que Bonjour vous Nicolas. m'entendez? Oui, nous Super. t'entendons très bien. Bon, très bien. Désolé, des petits soucis de blocage informatique. Ça arrive. Voilà. Je vous propose donc de commencer sur cette slide, sur l'organisation Oui, du projet. oui. Alors, Et à point. juste pour effectivement compléter ce qu'a dit Monsieur Mauchi. Donc, Mhm. sur le 05, on a une agence d'ingénierie territoriale IT 05, alors qui fait de l'accompagnement beaucoup plus large, hein, que uniquement l'énergie et le bâtiment. On fait aussi de l'accompagnement aux collectivités adhérentes sur tout ce qui va être du route, de l'eau potable, de l'assainissement, enfin voilà, une multitude de thématiques, dont l'énergie et le bâtiment. Donc, au niveau du déroulement, il y a eu effectivement un premier contact avec mon collègue Jordan Rouen pour que ce bâtiment rentre dans le cadre de Acté Sequoia, donc pour avoir le droit à une partie pré-diagnostic. Donc, comme disait Monsieur Mauchi, au départ, on avait prévu uniquement une chaufferie granulée, enfin, avait été prévu uniquement une chaufferie granulée. Et puis, avec les différents échanges, avec les différents intervenants, c'est vrai qu'avec le bâtiment qui était à côté, il y avait vraiment un intérêt à mutualiser un équipement et à faire un petit réseau de chaleur. Voilà. Donc, sur cette partie-là, nous, on est organisé au sein d'IT05, on est trois conseillers, donc deux CEP, donc conseillers en énergie partagée, moi sur la partie chaleur renouvelable et bien mon collègue Quentin sur la partie électricité renouvelable, hein, surtout photovoltaïque et hydroélectricité, et puis Jord sur la partie qui est économe de flux acté sur la partie rénovation énergétique. Donc moi, j'ai la partie, on va dire, réseau de chaleur et chaufferie bois m'a été transférée parce que là, il y a des liens à voir avec les financeurs qui sont l'ADEME et la région. Voilà. Donc juste l'alerte, c'est qu'effectivement, on se retrouve là avec donc un maître d'ouvrage, un maître d'œuvre, une maîtrise d'œuvre, un AMO, des conseillers. Donc là, effectivement, il y a vraiment une organisation à trouver. Donc, alors là, l'organisation qui est proposée, c'est celle au sein du département, on va dire de l'agence d'ingénierie territoriale IT 05. Donc, il y a vraiment un partage entre la partie rénovation, extension, on va dire, et puis la partie vraiment chaleur renouvelable. Bon, après, nous, on est en lien, on est dans le même bureau, donc c'est facile aussi de faire le lien, hein. On dissocie quand même pas les éléments parce que bah, Mhm. pour chauffer, il nous faut tous les éléments de consommation, de puissance, de longueur de réseau. Donc, il faut qu'il y ait un lien entre les besoins du bâtiment et la chaufferie qui va être conçue derrière. Voilà. Donc nous, on est en lien direct entre nous et puis surtout, on fait le lien avec la collectivité. Et bien sûr, Monsieur Mauchi, qui n'est pas représenté là dessus, mais qui lui suit de beaucoup plus près le projet que nous. Voilà, nous, on vient juste en appui et en particulier sur la partie financement et je dirais entité neutre qui va pouvoir répondre à certaines questions de la collectivité. Alors, c'est vrai que dans la préparation de ce webinaire, on vous avait demandé de préparer une présentation des différentes phases d'avancement du projet par Oui, rapport au moment où vous avez répondu aux différents appels à projets. C'est-à-dire comment est-ce qu'on phase à la fois l'ingénierie financière et l'ingénierie technique d'un projet. oui, Donc, merci pour ce travail-là parce qu'on a hâte que vous nous expliquiez précisément oui. à quel moment les questions se sont posées, comment vous y avez répondu et en allant taper à la porte de qui. Oui. Ah, je veux bien que vous avanciez un petit peu, enfin juste pour tout afficher, comme ça on voit. Donc ce qui est un petit peu complexe et là où il faut un peu d'attention, c'est effectivement sur l'organisation des différents intervenants. Donc je vous ai remis les étapes classiques d'un projet. Donc on passe de l'émergence avec les premiers échanges. On passe souvent par une phase de faisabilité quand on n'a qu'un projet de chaufferie, par exemple, mais plus largement par une phase de programmation sur Savournon, hein, où on a en même temps de la rénovation, de l'extension, de la chaufferie. Mhm. Ensuite, la maîtrise d'œuvre, les travaux et puis l'exploitation. Donc, le maître d'ouvrage, bien sûr, intervient à toutes les étapes.
L'AMO, le plus souvent, intervient dans les phases, bien sûr, programmation. Et après, ça dépend hein, des demandes des collectivités. Ça peut aller jusqu'à l'APD, ça peut aller jusqu'à la réception des travaux. Ou parfois, on a aussi un suivi sur plusieurs années. Hein, dans le cadre de BDM, par exemple, c'est assez classique. Et 2 puis ans nous, après livraison. Oui. voilà, exactement. Et puis, côté IT05, nous, on intervient le plus souvent plutôt partie émergence, faisabilité. C'est là où les collectivités se posent le plus de questions. Donc là, typiquement, le pré-diagnostic acté rentre dans ce cadre-là. C'est-à-dire que la collectivité se dit pourquoi pas travailler aussi éventuellement sur la partie existante de l'école. Donc là, on intervient pour le faire rentrer dans le cadre d'acté pour un pré-diagnostic. Voilà. Alors, vous m'aviez dit, il me semble, que c'était le bureau d'études qui vous avait donné l'idée d'inclure finalement, d'aller plus loin et de proposer la partie extension en trouvant des financements. Est-ce que vous pouvez un Oui, peu nous préciser comment ça s'est passé, donner la petite histoire derrière la grande? alors dans le cas, c'est vrai que c'est un peu particulier. Il y avait ce travail, puis M. Maucci pourra aussi compléter hein, ce travail sur l'extension et finalement un bureau d'études qui se dit, et puis un AMO qui se disent pourquoi pas aussi travailler sur le bâtiment existant. Donc ça, c'était la première pierre avec Acté. Et puis au final, en voyant le bâtiment mairie, salle, on va dire salle polyvalente attenante, de faire encore un pas supplémentaire en disant mais pourquoi on ne ferait pas une chaufferie mutualisée entre les deux. Donc ça, je trouve un processus très intéressant. Par contre, au niveau des financements, ça a amené une complexité, c'est-à-dire qu'il y a eu un travail en 2 phases au niveau des recherches de financement. Une première phase avec uniquement l'extension et puis une phase où on a été rajouté des montants d'investissement pour la partie, on va dire, rénovation et puis surtout la partie chaufferie. Chaufferie, Voilà. très bien. Voilà. Et qu'on comprenne bien, donc vraiment la partie extension rénovation, on est sur Acté, et la partie chaufferie, on est sur le fonds chaleur de l'ADEME. Voilà, donc acté, c'est la partie rénovation et la partie chaufferie, on rentre dans un cadre, on va dire, du fonds chaleur et plus particulièrement de ce qu'on appelle aujourd'hui les CCRT, les contrats chaleur renouvelables territoriaux. Alors sur PACA, on en a quasiment tout PACA est couvert aujourd'hui ou en phase de lettres. Donc vous avez en gros un ou 2 CCRT par département. Oui. Donc qui sont en fait des structures qui vont porter l'accompagnement à tout porteur de projet, sauf les particuliers, sur tout ce qui va être chaleur renouvelable, donc le bois énergie bien sûr, mais le solaire thermique, la géothermie et la chaleur fatale pour l'industrie par exemple. Voilà, donc je crois que dans les sources après, dans la page ressources, il y a les contacts sur toute la région PACA. Donc, je vous laisserai consulter. Il y a les contacts de chaque personne Oui, pour tous les projets de chaleur renouvelable. Le contact n'est plus l'ADEME, mais les structures locales sur exactement. chaque territoire. Vous aurez l'information sur comme vous venez de le dire, sur la slide biens utiles et ressources. L'ADEME nous a confirmé que ce n'était plus eux directement la porte d'entrée, mais vous avez des portes d'entrée, plusieurs personnes euh, qui sont implantées géographiquement dans les départements vers lesquels vous pouvez vous tourner pour aller demander si vous êtes éligible à ce fonds chaleur. Voilà. Du Alors type là, d'énergie renouvelable mise en place. voilà. Juste pour finir, donc sur cette page-là, je vous ai remis un peu les étapes des financements. Donc, à l'émergence, on peut avoir déjà un premier ordre de grandeur, mais qui va vraiment être un ordre de grandeur. En faisabilité, en particulier sur la chaleur renouvelable, on commence à avoir des éléments un peu plus précis. Quelle va être la production de chaleur, combien il risque d'y avoir de linéaire de réseau. Donc là, on peut faire quelque chose de beaucoup plus fin. Et puis sur la partie extension rénovation, mes collègues d'IT05 qui font uniquement de l'ingénierie financière peuvent commencer à faire un premier plan de financement. Voilà. Et là où c'est le plus critique, on va dire, le plan de financement qui va être finalisé
c'est plutôt, nous, on suggère plutôt qu'il arrive en phase APD, parce que la phase APD, on commence à avoir des montants déterminés par la maîtrise d'œuvre et un programme qui est figé. Normalement, c'est la fin d'APD. On fige le programme, on fige les montants. Donc, c'est pour moi le bon moment pour déposer les dossiers. Voilà, donc classiquement sur la partie extension rénovation, on va le voir, je crois, par la suite, donc j'en parlerai tout à l'heure. Oui. Et puis bon, au moment des travaux, ça va être les demandes d'acompte et puis de solde après la réception du chantier. Très bien. Comme vous venez de passer en phase conception au mois de février 2022 en commission BDM, les travaux viennent juste d'être lancés, j'imagine. Où en est le projet? Alors, je vais laisser M. Maouchi répondre, oui. Tu peux passer à la slide suivante même pendant ce temps-là. On va parler du projet plus global et du financement plus global. Donc là, aujourd'hui, on est en phase APD. On a eu un premier rendu, c'était lundi. On est encore en train d'affiner. On va avoir… non, on n'est pas en APD, on est en pro, pardon. On est en pro et on doit avoir un DCE d'ici 15 jours. Voilà, et on va lancer les travaux là en février. On va pouvoir démarrer ça au printemps. Donc, c'est vraiment un projet qui est bien abouti. Qui est bien abouti. Moi, ce que je voulais dire aussi pour finir sur ce projet, c'est que ce projet, il a pris du temps. Il faut du temps pour être bien financé. Ce temps a permis de maturer le projet, d'avoir un projet qui est global. Donc, Monsieur Ferrand l'a expliqué, on a fait une demande de subvention en 2 temps. Suite à l'étude de programmation, on a fait une première demande de subvention pour l'extension. On était sur 1,2 million de projets. Là-dessus, on a essentiellement du fonds de la DETR de l'État et du fonds FRAT. Et un peu d'argent du département, mais de façon plus globale. Ensuite, on a eu… FRAT, est-ce que tu connais la signification de l'acronyme? En plus, ça ne s'appelle plus FRAT, ça s'appelle Nos communes d'abord. Nos voilà, communes c'est d'abord, la région. pardon. Voilà. C'est la région. C'est l'enveloppe forfaitaire de la région, c'est 200 000 € par commune, on va dire. Et voilà. Donc ça, c'est le premier plan de financement. Ensuite, on a eu cette réflexion donc avec les conseils d'énergie partagée, avec Acté. On a pu développer le projet, aller vers un projet global, une rénovation de l'existant et un réseau de chaleur. À ce moment-là, il y a eu 900 000 € de coûts en plus. Donc, on a fait une deuxième demande de financement avec cette spécificité 0,5 qui a été édictée juste avant, donc avec tout ce qui est chaufferie, etc., à travers le fonds chaleur qui est repris par le département. Oui. Et on a refait une demande de fonds FRAT, nos communes d'abord à la région, l'enveloppe des 200 000 €, plus de la DETR qu'on a obtenue. Voilà, donc aujourd'hui, on a obtenu l'ensemble des subventions. Et donc, on va pouvoir lancer les travaux d'ici 1 mois et attaquer cette phase travaux. Très bien. Voilà. Alors, je vous dis juste une chose, peut-être une petite question. Il n'y a pas de question du public, parce que je vois l'heure tourne, il est 11h26, donc on arrive à la fin de cette première partie de présentation. Ma question serait, est-ce que vous considérez que c'est un financement exemplaire de projet qui s'est bien passé? Est-ce que c'est du fait on va dire que tous les acteurs étaient à bord? Est-ce que le maire, à la fois de la commune, était très moteur de ce projet-là et enthousiaste à l'idée de pousser les possibilités de rénovation, notamment jusqu'au bout, et tous les curseurs? Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'un projet qui est financé facilement ou qui trouve ses financements, c'est aussi avant tout un projet avec des acteurs à bord? Oui, alors au niveau du maire, c'est sûr qu'au niveau des financements, on a quelqu'un de très investi, qui a même, je dirais, porté son plan de financement, enfin tout seul. Il voulait vraiment le piloter, on va dire. Après, c'est vrai qu'on a apporté pas mal de conseils parce qu'on a quand même pas mal de subtilités. Donc là, typiquement, quand on commence à avoir un montant d'investissement assez important pour la partie chaufferie, réseau de chaleur, il y a intérêt à saucissonner le projet, ce qui rend le plan de financement encore plus complexe parce qu'on dissocie la partie chaufferie, réseau de chaleur d'un côté et on va chercher des fonds dédiés que sont le fonds chaleur de l'ADEME avec les CCRT et le CPER bois énergie de la région. Et de l'autre côté, tout le reste qui va être financé par des fonds qui sont plus généralistes. On parlait mes communes d'abord, de la DETR, enfin État, région, département, sur des fonds plus standards, classiques.
Voilà, plus les demandes qui ont été faites en 2 phases, ça nous fait un plan de financement qui est très compliqué. Et s'il n'y a pas une ingénierie financière avec des personnes qui maîtrisent ces subtilités, ça devient compliqué. Et encore, on n'est pas allé chercher de l'Europe du FEDER là-dessus ou des fonds comme ça, sur lesquels on a, je dirais, des instructeurs très pointilleux et des critères très, très stricts. Donc, voilà. Et Mario nous expliquera tout à l'heure comment est-ce qu'on peut accéder à ces fonds. Ça nous fait un peu de suspense dans le webinaire. Je vous remercie à tous les deux. Si vous avez des choses à ajouter, des compléments, n'hésitez pas à me les faire passer. On les passera donc à tous les participants du webinaire. Et donc, pas de questions du public, mais je pense que je vous ai posé pas mal de questions déjà. Merci d'y avoir répondu. Nous passons donc à la partie 2, freins et opportunités rencontrées par les acteurs sur le terrain de la rénovation, avec l'intervention de Mélène Maupu, qui était économe de flux à l'ALEC, l'Agence locale de l'énergie de la métropole Aix-Marseille-Provence. Bonjour Mélène. Bonjour à tout le monde. Oui, donc une bonne transition entre le projet bien complet qui a été présenté juste avant et puis Hortense qui présentera le programme ACTE. Dans le cadre du programme ACTE, en fait, la métropole a candidaté en 2020-2021, la métropole Aix-Marseille-Provence, et est lauréate depuis 2021 de cet appel à projet. Avec les économes de flux du CPIE, qui sont nos homologues sur le nord de la métropole, on a initié un travail à destination des communes qui ont formulé le souhait de bénéficier d'un suivi d'un économe de flux. Dans le cadre de ce travail, en fait, on a initié une veille sur les dispositifs d'aide qui existent pour réaliser des études et des travaux et qui s'offrent aux collectivités locales. Donc, on parle parfois de millefeuille des aides financières pour les particuliers qui souhaitent rénover leur logement. C'est également le cas en fait, pour les collectivités locales. On remarque qu'il y a beaucoup d'aides qui existent, mais c'est parfois difficile de s'y retrouver. En parallèle de ça, en fait, les petites et moyennes communes avec qui on travaille, donc une vingtaine en tout à peu près pour l'ALEC plus le CPIE, elles ont rarement des équipes structurées sur l'ingénierie technique sur les bâtiments, mais en général, elles ont quand même bien identifié les principaux volets financiers, les principaux dispositifs de financement qui existent pour les travaux. Notamment, localement, ça va être beaucoup le département des Bouches-du-Rhône qui va financer les collectivités sur les travaux. La DSIL pour certains, et c'est souvent plus compliqué avec le conseil régional. Donc, l'intervention précédente parlait de l'aide de la région. C'est vrai que localement, les collectivités ont moins tendance à faire appel à cette aide-là parce que c'est plus compliqué à monter et qu'il y a souvent moins de répondants que de la part du département. D'accord, localement, c'est intéressant de savoir comment ça fonctionne sur le terrain. Merci. Oui, ça dépend. Après, je pense que ça dépend des différents échelons territoriaux, mais voilà. Oui. Et du coup, souvent, les collectivités sollicitent des aides pour faire des travaux. Par exemple, du relamping LED sur l'éclairage public, du remplacement de chaudières, des choses comme ça. Avant l'arrivée du programme ACTE localement, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait peu de culture de la réalisation des études de la part des communes locales, des petites et moyennes communes. C'était souvent une commune qui sollicite le département pour faire des travaux sans au préalable réaliser d'études. Et en fait, localement, on s'est rendu compte que le programme ACTE a fait changer de braquet aussi au département, puisque maintenant, le département a inscrit une éco-conditionnalité, c'est-à-dire qu'elle ne finance les travaux sur les bâtiments publics que s'ils sont inscrits dans une stratégie de maîtrise des consommations d'énergie, avec au préalable la réalisation d'études sur les bâtiments. D'un audit sur tout le parc bâti de la exactement. Commune. Donc en fait, la commune ne pourra plus bénéficier d'aide sur les travaux si elle ne fait pas au préalable des études. Très bien. Donc c'est quand même une des grandes vertus du programme ACTE localement. Oui. C'était à la fois sensibilisé à la question. Voilà, sensibiliser les collectivités et également l'échelon des grandes collectivités, en l'occurrence du département des Bouches-du-Rhône, et à la fois de fournir aux communes locales une ingénierie technique sur la partie énergie qui n'était pas encore très présente finalement dans les petites communes. Donc, je veux bien que tu passes à la slide suivante. Voilà. Donc ça, c'était dans les éléments de contexte et d'enjeux. Donc, il y a pas mal de problématiques qui existent. Je ne vais pas toutes les citer, mais qui existent au sein des collectivités locales avec des problématiques de turnover, des choses comme ça, l'augmentation des tarifs de l'énergie. Et à côté de ça, il y avait des opportunités financières
et également réglementaire, comme par exemple le décret tertiaire qui vient obliger les communes à s'inscrire dans une démarche de réduction des consommations d'énergie. Donc, Acté est venu un peu répondre à la fois à toutes ces problématiques-là. Du coup, je veux bien passer à la suivante, s'il te plaît. Donc, je vais prendre l'exemple de 2 communes. Je ne vais pas les citer, je ne vais pas les nommer. Mais la première commune, donc la commune A, qui a pas mal de bâtiments communaux, 60 bâtiments municipaux, près de 50 000 m² construits et 17 000 habitants. Il y a une personne en charge du suivi énergétique dans cette commune, une pour beaucoup de bâtiments, donc c'est à noter, c'est assez faible finalement. Et donc, quand je suis allé voir cette commune pour discuter de la candidature à Acté, fin 2020, début 2021, le maire, qui était décisionnaire final, ne voyait pas trop l'intérêt de postuler sur Acté pour réaliser des études. En fait, la réponse qu'il a fait, d'ailleurs, je l'ai mise en citation, si tu veux passer un peu plus loin. Voilà. Pourquoi faire des études? On sait que si on remplace le chauffage du bâtiment par une pompe à chaleur, on va économiser de l'énergie. Donc, quel intérêt de faire une étude pour ça? C'est vrai que moi, avec mes petits outils et ma parole d'économe de flux, j'ai essayé d'aller un peu plus loin en disant ça peut quand même être intéressant de mettre en place une stratégie énergétique patrimoniale, malgré tout. Mais bon, à ma modeste hauteur, c'était pas difficile. C'était difficile de faire changer d'avis le maire. Et ça me fait rebondir sur une question qui a été posée dans le public par Viviane Hamon, ancienne coprésidente d'Envirobat de BDM, et qui connaît bien le sujet, notamment des travaux. Elle nous demande si en fait il y a des exigences de critères au niveau énergétique pour atteindre des niveaux et pour justement traduire les ambitions nationales qui sont attendues au niveau des économies d'énergie. Est-ce que dans les différentes aides, notamment la DSIL par exemple, la DSIL ou la DETR, auxquelles peuvent souscrire les collectivités, il y a justement des critères qui devraient pouvoir influencer leur prise de décision ou les amener à aller vers plus d'ambition pour les travaux de rénovation énergétique. Alors, la DSIL, on attend la publication des critères là, pour 2023. Ils ne sont pas encore parus. Enfin, en tout cas, nous, à la préfecture des Bouches-du-Rhône, on n'a pas encore eu d'infos sur la DSIL 2023. Par contre, si on regarde un peu le fonds vert, qui est la nouvelle aide annoncée par le ministère, par l'État, ça nécessite au préalable de la réalisation des travaux, que ce soit sur l'éclairage public ou sur les bâtiments, de faire des études. Après, il y a globalement, il y a aussi des critères techniques à respecter sur les travaux, évidemment. Enfin, il y a la réglementation thermique dans l'existant qui est assez faible en termes de critères de performance, mais qui existe malgré tout. Et à côté de ça, nous, on se base beaucoup sur les critères des fiches standardisées des C2E. Qui sont diffusés, qu'on peut trouver sur Internet assez facilement et qui donnent quand même on va dire un certain niveau de performance sur les travaux. Oui. Donc, ça peut être bien de se baser là-dessus. Après, c'est vrai que pour avoir une vision globale sur le bâtiment et savoir vers quel objectif de performance se tourner, moi, je considère personnellement que c'est bien dans tous les cas de passer par un audit et que de toute façon, c'est de la responsabilité du bureau d'études de fixer les critères de performance liés aux travaux. Après, les études, ça peut être considéré comme, entre guillemets, une perte de temps. En tout cas, je l'ai entendu de la part de certains élus. C'est coûteux. Alors, il faut savoir que c'est effectivement coûteux. L'intérêt du programme Acté, c'est que ça cofinançait ces études quand même, à hauteur de 50%. Donc, ça permettait déjà d'assurer un effet levier. Et en parallèle de ça, le département cofinance également les études. Donc, finalement, la part qui revient à la commune, c'est de l'ordre de 20-30% maximum pour avoir une stratégie énergétique, une stratégie pas que énergétique d'ailleurs, une stratégie rénovation du patrimoine. C'est quand même plutôt intéressant de passer d'abord par une étude parce que ce que je constate, encore une fois, c'est que si on ne passe pas par cette étape-là, souvent, les DGS, donc les directeurs généraux de service ou les directeurs de services techniques, directeurs ou directrices d'ailleurs, elles sont souvent quand même happées par les volontés des élus, parfois, certains veulent aller à droite, d'autres veulent aller à gauche. Et du coup, finalement, c'est plutôt… on se retrouve plutôt à remplacer une chaudière parce qu'elle tombe en panne sans avoir de stratégie à long terme. De la maintenance, mais pas de stratégie long terme. C'est le cas de toutes les communes, mais ça se retrouve quand même un petit peu sur le territoire. Donc, le programme Acté peut être un levier et une force justement pour aller porter la bonne parole. Exactement. En tout cas, pour inscrire la commune dans une stratégie patrimoniale un peu plus long terme que juste remplacer une chaudière qui tombe en panne.
C'est sûr, ce qui nous amène sur le cas de la commune B. Parfaite transition. Exactement. Donc la commune B qui est un peu moins grande, qui a un peu moins d'habitants, un peu moins de bâtiments communaux, et du coup qui a également une personne en charge du suivi énergétique, mais qui n'est pas totalement allouée à cette tâche, c'est-à-dire qu'elle a d'autres tâches à gérer en même temps. Ce qui est souvent le cas aussi des personnels de collectivités locales, c'est qu'elles sont sur beaucoup de choses à la fois. Et qu'elles ont finalement parfois peu de compétences sur la partie énergie, rénovation du bâtiment. Du coup, cette commune-là, à la base, elle a candidaté à Acté en inscrivant 4 bâtiments, donc en demandant des cofinancements pour des études sur 4 bâtiments, les plus grands. Et de fil en aiguille, ils ont finalement conduit une vague d'audits sur la plupart de leurs bâtiments parce qu'ils se sont rendus compte que sur les 4 premiers, ça permettait d'avoir vraiment une feuille de route pertinente. Et donc, à l'arrivée, la commune est très motivée pour engager à la fois un programme de rénovation sur l'enveloppe de certains des bâtiments, qui seront finalement les bâtiments qui ont été déterminés comme prioritaires par le bureau d'études, et également mettre en place des actions en parallèle, ce sur quoi les économes de flux sont plus connus, c'est-à-dire les actions plutôt à faible investissement pour réaliser des actions d'économie d'énergie ou d'économie d'eau à gain rapide. Donc voilà, il y a finalement, on est parti d'une volonté finalement assez réduite pour inscrire une stratégie énergétique patrimoniale de long cours au sein de la commune. Donc ça a finalement bien marché sur cette commune-là. Ok. Est-ce que tu as l'impression que le décret tertiaire en soi est un levier aussi de prise de décision? Est-ce que les élus et les collectivités sont bien au fait de l'existence du décret tertiaire et de ce qu'il implique? Alors, bien au fait, pas forcément. Encore une fois, ça dépend de s'il y a une personne au sein de la commune qui a pris ce sujet-là à bras-le-corps ou si un élu a pris ce sujet-là à bras-le-corps. C'est pas toujours le cas. Enfin, moi, je vois la première obligation du décret tertiaire, c'était de faire le point sur ses consommations d'énergie et de les déclarer sur la plateforme Opérat. Avant fin 2022, c'est pas encore le cas de toutes les communes, alors que c'était une obligation réglementaire. Okay. Donc, ça pose la question des moyens alloués par les communes à ce sujet-là. Et du coup, pour te répondre, effectivement, je pense que c'est une bonne manière c'est un bon effet de levier. Parce que quand on parle de réglementation, c'est une obligation réglementaire finalement qui s'applique aux communes. La commune n'a pas le choix d'y aller. Par contre, souvent, la commune n'a aussi pas les moyens d'y aller. Donc, ça permet d'intégrer la question de la stratégie énergétique patrimoniale. Ça peut être un moyen d'intégrer cette question-là dans le questionnement de la commune. D'accord. Et je vois que dans le public, ça réagit. Marie-Emmanuelle Farou, la question se pose souvent de la concurrence finalement entre le budget alloué aux études et le budget travaux. Est-ce que tu sens cette tension entre les deux budgets, que ce soit au niveau du budget de base de la collectivité et aussi au niveau des demandes, au niveau des aides? Est-ce qu'on doit un peu choisir entre les deux? Est-ce qu'on habille Pierre pour déshabiller Paul ou pas? Je suis d'accord avec cette remarque. Enfin, c'est effectivement quelque chose qu'on retrouve. Alors, est-ce qu'on déshabille Paul pour habiller Pierre ou inversement? Je ne sais pas. En fait, vu que localement, alors je ne sais pas comment ça se passe sur d'autres territoires, encore une fois, mais localement sur la métropole Aix-Marseille et le département des Bouches-du-Rhône, c'est quand même le pli qui est pris par le département, c'est de dire on ne financera pas les travaux s'ils ne sont pas précédés d'études. Et c'est également le cas du fonds vert. Donc finalement, les communes qui auront mené des études dans les années passées, dans les 2, 3 ou 10 dernières années, et notamment grâce à Acté, elles seront quand même en avance pour pouvoir bénéficier des subventions sur les travaux, sachant qu'une commune est quand même grandement dépendante des cofinancements de l'État ou des départements ou des régions pour faire les travaux. Je vois peu de communes financer en totalité, prendre en charge en totalité les travaux. Souvent, elles comptent quand même beaucoup sur les 80 ou 70% de cofinancement d'autres échelons territoriaux. Oui. Et donc, l'étude, ça devient quand même de plus en plus une porte d'entrée obligatoire, ce qui est, je trouve, assez logique finalement quand on voit le peu de moyens alloués par les communes sur la rénovation énergétique ou sur ces questions-là, ou même la lutte contre les surchauffes estivales ou la biodiversité en ville. Voilà, il y a finalement peu de moyens techniques, peu de moyens humains au sein des communes, donc passer par une étude, je pense que c'est quand même un préalable intéressant. Très bien. Je te propose de
très rapidement nous Oui, je vais présenter finir. Oui, parce que Je vais je t'en conclure. prie, il est 11h42, on est Ouais. très en retard sur l'horaire. Du coup, voilà, en quelques mots, pour résumer ce qui s'est passé, c'est qu'on a essayé d'intégrer au maximum les communes du territoire via des ateliers en ligne ou en présentiel, via la mise en valeur aussi des démarches qui sont engagées par les différents territoires, et via des partages d'expériences entre communes aussi, et également par la visite de bâtiments rénovés qui permettent d'illustrer concrètement les mots qu'on leur rabâche pendant des webinaires, mais finalement qui sont parfois qui manquent un peu d'illustration et de concret. Du coup, je dirais que c'est complémentaire. Les deux axes sont complémentaires. Et après, si vous avez des questions, je suis disponible pour y répondre. Merci beaucoup, Mélène, pour ce retour d'expérience du terrain. C'est important de savoir comment ça se passe concrètement auprès de nos collectivités. Donc, je vais donner maintenant la parole. Voici des liens et ressources utiles que vous retrouvez dans la présentation. Merci de nous les avoir passés. On voit sur le décret tertiaire et bien d'autres sites internet qui vous aideront à trouver les informations pour les audits et pour les critères attendus sur les différents types d'aides. J'ai posé les questions principales qui étaient dans le chat, je crois. Mais si vous avez envie d'écrire à communication@envirobatbdm.eu pour poser d'autres questions que je ferai suivre aux intervenants, ce sera avec plaisir. On accueille maintenant Hortense Fournel. Bonjour Hortense, qui est donc chargée de mission efficacité énergétique à la FNCCR, qui va vous présenter un petit peu plus en détail le programme Acté et surtout Acté+, sachant qu'on en a déjà pas mal parlé depuis le début de ce webinaire et que je pense que plusieurs personnes se demandent comment est-ce qu'on fait pour être certain de bien rentrer dans les clous et d'accéder à ces aides proposées dans le cadre de Acté. À toi, Hortense. Merci Virginie et bonjour à toutes et à tous. Bon, je vais essayer d'aller vite du coup pour retrouver un peu le timing. Donc, on peut passer à la slide suivante. Déjà, un grand merci aussi à Mélène et Nicolas pour leur présentation précédente qui, j'espère, auront donné envie aux territoires qui ne se sont pas encore insérés dans la dynamique de candidater à nos appels à projets, puisqu'effectivement, au niveau d'Acté, nous, on va être organisé selon deux axes, un côté centre de ressources qui est accessible à toutes les collectivités et un autre axe plutôt financement du passage à l'acte pour justement apporter cette ingénierie technique et cette structuration de projet. Et même si les vertus du coup du programme ont été soulignées, je remercie quand même à nouveau tous les économes de flux que je vois connectés et dont je profite du coup de ce moment pour vous saluer, pour vous remercier aussi du travail que vous faites au quotidien pour accompagner justement les lauréats Acté. En tout cas, Acté, nous, on repose sur deux piliers philosophiques forts. Ça va être la mutualisation. C'est pour ça qu'on retrouve toujours des groupements de collectivités pour avoir justement toute cette ingénierie technique qui va pouvoir être au service des collectivités dans les projets et des actions qui vont s'étaler en crantant utilement l'action sur le temps long. Et on va pouvoir apporter un financement sur 4 axes: les ressources humaines, les outils de suivi, les études techniques et la maîtrise d'œuvre. On rentre un peu plus dans le détail dans nos cahiers des charges. On va pouvoir passer à la slide suivante. Ça, c'est rapidement quelques exemples de ressources disponibles que vous pouvez retrouver sur notre site, par exemple sur les contrats de performance énergétique ou sur des modèles de cahiers des charges comme les SDIE. Je vous propose toujours de passer à la slide suivante. Pareil, là, vous pouvez retrouver du coup la cartographie des lauréats actés sur le territoire, soit pour voir si vous vous situez sur un territoire qui vous permettrait éventuellement de déjà bénéficier en tant que bénéficiaires finaux d'une ingénierie technique de projet pour vos projets de rénovation énergétique, ou si vous souhaitez du coup prendre connaissance de ce qui a pu être fait par ailleurs pour vous inspirer dans le montage de votre future candidature. On peut passer à la slide suivante. Je vous ai remis ici les appels à projets qui, dans le cadre d'Acté 2, sont toujours ouverts et qui le seront du coup jusqu'au printemps 2023. Donc pour ceux qui souhaiteraient dès maintenant du coup lancer un projet, vous avez du coup un appel à projet sur l'éclairage public, un autre sur l'effacement électrique du parc public tertiaire et un autre notamment sur les piscines avec Acto. Pour quelques cas très particuliers, vous pouvez candidater à Étrier qui là se destine aux communes rurales isolées. Et enfin, un challenge d'économie d'énergie au sein des écoles qui est du coup Acté Cube École en partenariat avec l'IFPEB et le CEREMA. On peut passer à la slide suivante. Et donc, je vais vous présenter aussi Acté+, qui est, c'est certain, notre grosse actualité avec des nouveaux appels à projets qu'on viendra lancer dès le printemps 2023. Donc, on peut passer à la slide suivante. Vous allez voir qu'on a
toujours la même logique de programme, donc avec des appels à projets chaîne et Genet qu'on a un petit peu refondu. Je vais vous le présenter juste après. Et puis après, un certain nombre de sous-programmes, toujours donc Acto pour les piscines et les patinoires cette fois-ci, l'UMAC pour l'éclairage public, FACT, bâtiments classés, etc. Et toujours cette logique de centre de ressources et d'animation régionale, avec cette fois-ci un programme qui s'étalera jusqu'à fin 2026. Donc, ça ferait une période de financement d'à peu près 3 ans et demi pour les premiers répondants des appels à projets, donc qui paraîtront au printemps. On a une Si on petite question qui nous vient d'un acteur de Vinci qui demande si le programme Acté s'adresse également aux maîtres d'ouvrage privés. Non, alors, c'est vrai, j'aurais Acté, c'est uniquement à destination des collectivités territoriales, donc ça s'adresse aux bâtiments publics tertiaires, pour le coup. Merci. On est uniquement passe à la sur cet slide. axe-là. Donc effectivement, si on reprend ce parcours utilisateur, effectivement, donc je suis une collectivité, soit j'ai un besoin, plutôt d'expertise et donc là, je vais pouvoir, m'appuyer sur le centre de ressources et l'animation, régionale actée, et également du coup, l'expertise, des économes de flux et facilitateurs de terrain, ou sinon j'ai également un besoin d'aide économique et du coup, dans ce cas-là, dans le cadre d'Acté+, vous aurez 2 possibilités. Soit, puisqu'effectivement on repense un petit peu, la mutualisation, heu, votre, projet, se fait sur une surface comprise, enfin sur une surface supérieure à, 10 000 m², et du coup vous répondez aux appels à projets chaîne. Soit vous êtes, en deçà, des 10 000 m² et du coup vous répondez aux appels à projets Genet. La différence, c'est que, Genet, on sera sur des plus petites démarches qui se feront au fil de l'eau. Alors que chaîne, on sera sur, les 4 axes, que j'ai pu vous présenter très rapidement, tout à l'heure et avec du coup cette fois-ci des cahiers des charges, uniques et plusieurs sessions par an pour vous donner du coup plus, de, visibilité, et vous permettre du coup de structurer plus facilement, vos projets. J'ai une question, Hortense, par rapport entre la différence entre Acté et Acté 2. Est-ce qu'on peut dire que sur Acté 2, une collectivité peut répondre, enfin, être candidate Acté toute seule, sans mutualiser un projet avec d'autres collectivités? Est-ce que c'est la différence? Non, parce que dans Acté 2, non, de toute façon, il fallait se mutualiser avec d'autres collectivités. Là, la différence avec Acté+, c'est que dans le cas où il y aurait un très gros patrimoine et où ce serait, justifié, il y Oui, aurait éventuellement la possibilité que la mutualisation se fasse uniquement, par rapport, au bâtiment, puisqu'il y aurait du coup un effet levier, suffisamment important, et non pas, au nombre de collectivités. Donc a priori, d'accord. enfin, Acté 2, il y avait Donc, de une très, seule très rares collectivité cas. pourrait répondre à Acté Plus si jamais elle avait un parc bâti très important. Voilà, il y a des cas où ce sera faisable, c'est pour ça qu'il faudra prendre, heu, Rendez-vous avec toi. attache avec nous. Voilà, exactement. Voilà, Donc si on passe toujours à la slide suivante, pardon. hop, voilà, rapidement en termes de temporalité, du coup, on publiera les premiers cahiers des charges, du coup, de chaîne au printemps, 2023. Il y aura toujours les lignes de financement, que vous avez connues, dans le cadre d'Acté 2, donc ressources humaines, études techniques, outils et maîtrise d'œuvre. Mais on les refondra un petit peu pour inciter vers tel ou tel, type d'études et les schémas directeurs immobiliers et énergétiques seront, bien à nouveau, éligibles, pour, pouvoir tendre aussi vers, ces dynamiques-là. Hem voilà, plusieurs sessions, par an, également et une aide au montage de dossiers donc de notre part. On peut, passer à la slide, suivante. Hem, donc voilà, c'est ce que je vous disais, on va chercher à favoriser les approches, globales donc avec, ces schémas directeurs, immobiliers, et énergétiques. On travaille donc du coup actuellement, à l'élaboration, des cahiers des charges, mais il est possible du coup qu'il y ait des bonus, sur certaines, thématiques comme on avait pu le faire par exemple dans Sequoia 3 avec, le confort d'été. Hem et Donc ça, puis, c'est une tendance de fond sur Acté+, de souhaiter élargir les thématiques. Au-delà d'énergie et de la rénovation énergétique, on peut aller trouver des thématiques qui sont plus de l'ordre du bâtiment durable globalement. Peut-être est-ce qu'il y a des thématiques eau, gestion de l'eau, biodiversité,
confort d'été, tu viens de le dire, est-ce que vraiment c'est une volonté de fond? Alors, de toute façon, de manière générale, la volonté aussi, c'est de pouvoir inscrire, la rénovation dans une approche, holistique et du coup, qu'on ne prenne pas juste, le biais rénovation, mais de prendre ça comme, un tout plus global aussi qui permette, oui, d'inscrire, ces projets, dans une approche, de durabilité, à l'échelle, du territoire. Donc l'approche holistique sur une rénovation de bâtiment pourrait être un atout quand on candidate au programme acté. Tout à fait. Très bien. Voilà, donc je vous l'ai dit, plusieurs, sessions, par an, mais c'est bien, le jury du coup, donc jury composé, de la DGEC, de l'ADEME, de la Banque des territoires et cetera, qui reste, seul juge, des candidatures. Voilà. Bon, je vous ai globalement aussi parlé des cahiers des charges. C'est plutôt à l'été que là, on publiera les sous-programmes, comme Acto, Lumact et FACT puisque, vous en avez, dans le cadre d'Acte 2 qui sont toujours ouverts donc jusqu'au printemps, 2023 du coup. Et pour rester informé, la meilleure façon de s'informer de la sortie des cahiers des charges, c'est quoi? C'est de vous inscrire, à notre newsletter dont je pourrais vous remettre le lien dans le chat ou sinon je pense que j'ai mis le lien dans le support. Oui. Alors, je rajouterai la slide, je dois faire une slide avec tous les liens parce que je les ai ajoutés en fait dans l'autre, dans la slide ressources en fait, l'inscription à cette newsletter notamment. Alors, je vérifie s'il y a d'autres questions du public. Je crois qu'on a répondu à la majorité. Dans tous les cas, si on veut candidater à Acté+, tu es la porte d'entrée qui va étudier les dossiers ou comment sont étudiés les dossiers? Il y a un collège derrière toi qui va valider les critères? Alors, effectivement, moi je peux accompagner le montage, des dossiers, Oui, et je contribue effectivement, à leur instruction, mais, à terme effectivement, il y aura plusieurs instructeurs, pour, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Dans tous les oui. cas, nous, notre rôle finalement, c'est de vous accompagner à avoir le projet le plus, abouti possible, de défendre ensuite votre projet, devant le jury si, ce projet justement est abouti. Mais comme je l'ai dit, c'est le jury qui reste, seul juge de la sélection, du dossier. Très bien. Je te remercie, Hortense. Et on va maintenant donner la parole à Mario Morelli, qui va nous donner un point de vue sur un type de financement qui a tendance à faire un petit peu peur à plusieurs acteurs, parce qu'on connaît un petit peu les délais de réponse et les enveloppes, et la complexité parfois des dossiers de candidature. Donc, Mario, bonjour. Je t'invite à te présenter et à nous parler des fonds européens comme levier pour l'ingénierie financière de projets durables. Merci Virginie, merci à tous les intervenants. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Mario Morali, donc je suis consultant au sein des cabinets Access Développement. Donc, on est basé en région sud, on est basé à Aix-en-Provence. Donc, on est spécialisé dans tous les financements publics, sur toute la chaîne du financement public, que ce soit de la veille, identifier le bon financeur pour votre projet, en passant par le montage, la gestion et la formation aussi sur l'accès au financement public, que ce soit des financements nationaux ou des financements européens. Et dans ce cadre, on travaille avec un certain nombre de structures, des structures associatives, des structures privées, entreprises, grands groupes, PME, etc. Et également avec pas mal de collectivités. Et c'est justement dans ce cadre-là que ma présentation va s'orienter aujourd'hui, avec les exemples justement sur les financements possibles pour les collectivités, et notamment les financements européens. Donc, pour faire une petite introduction sur les financements publics, et ce qui a été dit par les précédents intervenants, justement, était plutôt sur l'aspect financements nationaux. Ça a déjà été abordé. Donc, sur des projets voilà, de rénovation d'écoles ou d'autres projets publics, on a des financements nationaux qui existent. Donc, l'État avec le programme DECIL, la région avec les financements bâtiments durables qui sont en cours de renégociation là, au niveau de la région, mais aussi effectivement nos communes d'abord, etc., qui sont des dispositifs qui existent. Le département, on l'a évoqué, l'ADEME, etc. Donc, il y a pas mal de financements publics nationaux pour financer ce type de projet de rénovation ou de construction, d'extension de bâtiments publics. Et il y a également des financements européens. Alors là, je vais faire un focus essentiellement sur le financement FEDER, puisque voilà, aujourd'hui, avec cette nouvelle programmation qui vient de sortir, même si on est sur une programmation de 7 ans,
qui était censée commencer en 2021 et se terminer en 2027. On a vu qu'elle a commencé un petit peu en retard à partir de 2022, avec un programme régional qui fait vraiment une part importante à la partie environnementale et notamment sur les parties de rénovation énergétique de bâtiments publics. Donc, ce type de financement fonctionne. Ah, si tu peux revenir juste en arrière, excuse-moi. Ouais. Fonctionne soit par appel à projet, généralement. En région sud, c'est comme ça que ça fonctionne, mais il peut y avoir aussi des dépôts au fil de l'eau. Donc, si vous avez un projet, c'est intéressant de préparer une fiche action et de l'envoyer à la région pour dire voilà mon projet et qu'il soit déjà préinstruit aussi par la région. Il y a des dates d'ouverture et de fermeture des appels, on le verra dans la slide suivante, mais il y a des éléments à prendre en compte quand même sur ces financements publics parce qu'il y a souvent une distinction entre la partie rénovation et la partie construction neuve ou extension, que ce soit sur les financements nationaux où c'est généralement quand même un peu plus souple et sur les financements européens type FEDER, on est plutôt sur une logique pour l'instant de rénovation. Donc il faut être vigilant dans le détail de l'appel pour vérifier justement si le projet est bien finançable ou non. Après, dans les critères demandés, il y a un fort accent sur les travaux de rénovation énergétique, donc notamment avec des changements de classe énergétique ou l'atteinte du niveau BBC rénovation, par exemple. Donc, il y a un certain nombre de critères qui sont vraiment clairement énoncés sur les financements européens. Et c'est souvent ce qui fait peur parce qu'il y a une accumulation de critères qui fait que ça peut faire peur. Mais c'est quand c'est pris bien en amont, et justement, c'est aussi l'intérêt, on en parlait en amont de toutes les études qui peuvent être faites. Ça permet aussi de bien border le projet et de savoir si on répond sur un projet éligible et si on met toutes les chances de notre côté pour déposer un projet gagnant. Donc, FEDER, pour répondre, rebondir sur la question des maîtres d'ouvrage privés et du neuf notamment, FEDER, rénovation et aussi construction neuve ou extension, c'est quoi à peu près le pourcentage? Alors là, pour l'instant, à ce stade, il n'y a pas eu d'appel ouvert et il n'est pas prévu d'appel pour les constructions neuves. Il est vraiment, donc on verra, on a préparé une fiche sur l'appel à projet qui est déjà sortie 2 fois et qui va réouvrir l'année prochaine sur la rénovation énergétique de bâtiments publics. Donc, c'est vraiment une rénovation. D'accord. Voilà. Et les projets financés sont des projets matures, c'est un point important et les autres intervenants l'ont évoqué aussi. Quand on dépose un projet, il ne faut pas les déposer avant d'être en phase APS, donc avant projet sommaire, ou APD, avant projet définitif, parce que le projet ne sera pas assez mature et il ne sera pas retenu parce qu'il n'y a pas un chiffrage suffisamment précis. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de déposer en APS à minima, mais vraiment l'idéal, c'est de déposer en phase APD parce qu'on a effectivement un budget bien construit et un détail suffisamment important pour déposer un dossier complet. Ok. Donc voilà, une petite synthèse de l'appel à projet qui est sorti au niveau de la région sud là, sur le FEDER. Donc l'objectif, c'est vraiment de soutenir des travaux de rénovation de bâtiments publics existants, atteignant à minima un niveau de rénovation BBC rénovation, avec à minima aussi un niveau de classe énergétique suivant. Les types d'actions, donc il y a des actions liées à la performance énergétique du bâtiment. Il y a des travaux induits par la réalisation des travaux de performance énergétique et il y a des travaux aussi liés à la végétalisation des parcelles pour la question du confort d'été. Donc, c'est soit la parcelle en tant que telle, soit c'est la végétalisation d'une partie, du bâtiment en tant que tel. C'est intéressant. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une forme d'ouverture d'esprit à la solution qui est proposée pour répondre à la rénovation énergétique? Parce que oui. Peut-être on peut dire qu'avant, les critères rénovation énergétique étaient, me semble, un peu plus fermés sur les solutions applicables. Alors oui, globalement, sur cet appel, c'est assez ouvert. Donc, ça finance vraiment tout ce qui permet la rénovation énergétique et qui permet d'arriver à ce niveau de BBC rénovation. Après, il y a des critères… pas forcément que du relimping, quoi. On n'est pas que sur le changement des ampoules ou oui, uniquement bien sûr, sur l'isolation, même si c'est déjà très bien. Oui, il y a beaucoup de questions d'isolation, de toutes les menuiseries, etc. Et il y a des points importants quand même qui sont indiqués, par exemple, dans l'appel. Il faut être assez vigilant. Par exemple, il est interdit d'utiliser des produits à base de pétrole, par exemple. Donc ça, c'est dans des critères qui sont des critères d'exclusion de l'appel. Ou alors, on n'a pas le droit d'utiliser du bois exotique. Voilà. Et par exemple, pour la végétalisation, on est obligé d'utiliser des plantes locales méditerranéennes, forcément. Ça a l'air d'être du bon sens, mais voilà, effectivement, c'est un point important. Donc, c'est des éléments qu'il faut fournir au moment du dépôt du dossier. Donc, on voit que les bénéficiaires, ce sont les communes et les EPCI. Il y a déjà eu 2 vagues d'appels à projets, donc une au 20 juillet et une au 20 octobre. Et la prochaine vague ouvrira normalement au mois d'avril 2023 pour se clôturer au mois de novembre 2023.
Donc ça, c'est les prochaines vagues qui sont prévues. Et le taux d'intervention, ça c'est intéressant à voir, c'est-à-dire qu'il y a un cofinancement FEDER de 60% du coût éligible. Mhm. Donc, c'est assez intéressant. Et sur le dernier appel, il y avait une bonification possible de 10 points. Donc, on pouvait atteindre 70%. Si on atteignait, alors il y avait un ensemble de critères, il y avait une quinzaine de critères. Et si on répondait à 3 de ces critères, on pouvait espérer une bonification du taux d'intervention. Donc, voilà, c'est assez intéressant de voir ça. Est-ce Euh, qu'on parle de quel type d'enveloppe en fait sur une rénovation? Je ne sais pas. Alors, c'est très dur de donner des ordres de grandeur, mais je trouve que c'est important qu'on sache si on est en train de parler de 50 000 euros ou d'enveloppes qui peuvent atteindre les 300 000, 500 000, 1 million. Alors, Les ordres de justement, grandeur c'est sont c'est le, importants. c'est le point suivant, effectivement, sur le taux d'intervention. Il y a un coût total éligible qui est prévu. Alors, effectivement, c'est important de le préciser parce que si vous allez sur du FEDER, il faut pas Oui, pardon. juste. Ouais, Oui, si vous allez sur du FEDER, il ne faut vraiment pas aller avec des montants à 50 000 euros. Effectivement, le FEDER, il faut le savoir, il y a un coût de gestion, entre guillemets, qui est assez important. Donc, il faut y aller sur des projets d'envergure. Et l'appel à projet a aussi borné les projets. C'est-à-dire qu'ils ont dit un coût total éligible avec un total minimum de 200 000 euros Mhm. de dépenses et un Mhm. montant maximum de 2,5 millions. Voilà, donc on est sur ces bornes-là pour déposer des dossiers. D'accord. Bon, ça permet quand même de faire des choses. C'est une enveloppe assez. Ça peut être une enveloppe conséquente. Oui, oui, ça peut être une enveloppe conséquente. Et après, voilà, il y a aussi cet intérêt de pouvoir cumuler cette aide FEDER avec d'autres financeurs, notamment les financements nationaux, comme c'était évoqué sur les exemples précédents. Si on dépose son dossier en phase APD, APS, quand est-ce qu'on peut espérer avoir une réponse positive ou négative et quand est-ce qu'on peut espérer toucher les aides? Alors là, par exemple, on prenait un exemple sur un dossier qu'on a pu monter en région sud. On a déposé le dossier au 20 octobre. Il y a eu l'étude de la recevabilité du dossier, c'est-à-dire que quand on dépose un dossier, ils étudient d'abord si le dossier est complet. Si le Mhm. dossier est bien complet, il est instruit. Donc l'instruction D'accord. va commencer là au mois de janvier. Donc on a eu la Mhm. réponse de la recevabilité dans les semaines qui ont suivi, donc c'était relativement rapide. Donc c'est vrai qu'on a aussi l'historique en se disant les fonds européens, c'est long, etc. C'est pas complètement faux, mais il y a vraiment un gros travail qui a été fait par la région pour accélérer le traitement et instruire les dossiers plus rapidement pour justement espérer avoir des réponses plus rapides sur l'instruction des dossiers et leur sélection. Donc voilà, globalement, je pense qu'il faut prévoir un temps d'instruction et je pense que pour les projets déposés en octobre, il devrait y avoir des premières réponses, je dirais, à la fin du premier semestre 2023, voilà, pour être positif. D'accord. Est-ce que techniquement, comment ça se passe dans les communes que tu as accompagnées? Comme il y a une inconnue sur la possibilité, sur la validation de ce financement qui n'est pas encore instruit finalement, comment fait-on pour valider un projet, puisqu'on ne sait pas si on aura à la clé droit à ces financements et qu'ils sont souvent, j'imagine, déterminants pour l'enveloppe globale des travaux de rénovation et donc pour valider un projet de rénovation. Oui, tout à fait. Bah, effectivement. Donc, après, on part toujours un peu dans l'inconnu et c'est un peu la même logique aussi pour certains financements nationaux, hein. La collectivité a quand même cette information, c'est-à-dire que quand on dépose un dossier, on n'a pas la certitude que le dossier va être retenu. C'est le cas pour le programme DSIL, mais c'est aussi le cas pour les fonds européens. Donc, voilà, l'idée, c'est quand même déjà en amont d'informer la collectivité en disant, ben voilà, est-ce que vous avez des alternatives possibles si ce financement n'arrive pas? Et voilà, comment vous pouvez effectivement pallier à un éventuel non-financement là-dessus. Il y a Mhm. aussi cette logique d'ingénierie financière dont tu parlais et les autres intervenants aussi en parlaient. C'est-à-dire qu'il y a un travail à faire sur les assiettes de dépenses pour être sûr Oui. de bien pouvoir financer une majorité du projet et de découper les projets en différentes assiettes pour essayer de solliciter les financeurs sur différents aspects du projet. Ça, c'est aussi très important. Et après, c'est vraiment un accompagnement tout au long de la préparation du dossier et pendant les phases d'APS, d'APD et ensuite de lancement des marchés, de bien tenir informé de là où on en est pour justement être en capacité de dire, bah voilà, le dossier est retenu avec le FEDER, sans le FEDER, comment on réagit. Il y a Et aussi des possibilités. ça fait du coup, il y a une conception, il y a un projet A et un projet B. Les Alors, le projet collectivités A, le envisagent le projet projet A et B, le projet non, B. mais Oui, ils ont quand même en tête des possibilités de financement autres si jamais ces financements publics n'interviennent pas. d'accord. Voilà. Ils peuvent passer par OK. du prêt, des choses comme ça, la Banque des territoires qui existe aussi. Mhm. Voilà, il y a des choses qui peuvent exister. Il y a d'autres appels qui peuvent ouvrir. Il y a le fonds vert, on en a parlé, qui a ouvert aussi très récemment. Donc, Oui. ça peut être aussi une alternative. Donc, voilà. Il y a cette logique-là à avoir. Et en plus, c'est des projets qui se présentent sur plusieurs années. Donc, il n'est pas exclu de pouvoir déposer un nouveau dossier parce qu'il y a plusieurs tranches souvent dans ces opérations-là. Donc, déposer le dossier sur une autre tranche éventuellement. Donc, voilà.
Donc, c'est quelque chose d'assez émouvant et c'est, je pense, qui peut faire peur aussi aux collectivités, c'est de ne pas avoir cette certitude-là. Et c'est ce qu'on ressent aussi, nous, quand on les accompagne, c'est qu'ils veulent déjà, même parfois, quand on est en phase de faisabilité, avoir la certitude qu'on va bien avoir ce financement. Et ce qu'on leur dit, on dit non, on ne peut pas avoir cette logique-là parce que déjà, on n'a pas une idée claire du projet et ensuite, on ne peut pas avoir une idée certaine que tel ou tel financeur va aller sur le projet. Donc, on conseille souvent d'aller voir les financeurs habituels type département, État, etc., qui peuvent quand même donner un accord, je dirais, formel ou informel en amont pour sécuriser un minimum de financement. Et ensuite, les autres, ce sera entre guillemets du bonus si ça se concrétise. D'accord, c'est ça la logique. Très bien. Et d'aller chercher dans plusieurs fonds, plusieurs aides et appels à projets en même temps, d'être multi-stratégie, multifonds. Voilà. Très bien, mais je te remercie Mario. Si on a besoin de ton aide, éventuellement tu proposes, je sais, des rendez-vous pour les adhérents Envirobat BDM, un premier rendez-vous gratuit en cas de besoin d'un premier conseil, d'un premier niveau de conseil. Oui, sans aucun problème. Voilà. Et je te remercie. Ouais. Y a-t-il d'autres questions? Alors, qu'en est-il du fonds? J'ai une question. Qu'en est-il du fonds Friche? Alors, le fonds Friche, alors il y a une fiche action spécifique du fonds vert Oui. qui parle justement de la rénovation de friches. Donc, via le fonds vert, il y a l'appel à projet, enfin, il y a des financements sur des friches justement qui peuvent intervenir. D'accord. C'est compliqué à gérer. Oui, c'est vrai que on réagit dans le public en disant qu'effectivement, l'incertitude financière sur les projets n'est pas simple pour emporter la décision d'une collectivité sur peut-être un projet un peu plus ambitieux et que ça reste un petit peu le nerf de la guerre. Et donc, bien s'entourer de sachants sur l'ingénierie financière, que ce soit l'agence territoriale avec Nicolas Ferrand ou une structure privée comme celle de Mario Morali, ou d'aller voir voilà, la FNCCR qui gère un fonds et un programme assez vaste avec des enveloppes qui peuvent être intéressantes. Voilà, en tout cas, vous avez à votre portée tous ces intervenants. Nous avons leurs coordonnées. Nous vous les passerons dans la présentation avec grand plaisir. Encore une fois, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail pour les poser. Ça pourra nous permettre d'orienter aussi peut-être un prochain webinaire. C'était le premier sur l'ingénierie financière de projets durables. Il y a énormément d'informations à donner sur l'ingénierie financière de projets. Donc, on a essayé de vous en proposer un premier aperçu. Mais si vous nous faites part de vos besoins, on pourra préparer un deuxième webinaire, peut-être sur un sujet un petit peu différent. Pourquoi pas sur les aides pour la construction neuve, ça a été notamment une question. C'est vrai que voilà, la rénovation étant quand même, on va dire, très importante pour nous, notamment pour Envirobat BDM, mais au niveau national, un enjeu de premier ordre, on a préféré commencer par des sujets touchant plus à la rénovation. Voilà, donc je vous remercie à tous. Vous êtes encore 64 en ligne. J'ai vu que vous avez été plus de 80. Je remercie tous les intervenants d'avoir été avec nous et d'être restés jusqu'au bout. Chaque sujet était très intéressant et complexe et ambitieux et donne envie de faire du projet durable. Merci encore et je vous dis à tous à bientôt et bon appétit.